Werner Steng, vous êtes chef de la sous-section E2 en charge des services d'intérêt général à la Commission européenne. Claire Berry, qui dirige la direction E en charge de la modernisation du marché unique, vous a demandé de vous remplacer au pied levé, puisqu'elle a été retenue à Bruxelles. Merci beaucoup d'être présent. La question qu'on pensait poser à Claire Berry, c'était comment l'Union européenne compte-t-elle répondre directement ou indirectement aux grandes questions posées par les jeux d'argent et de hasard en ligne dans les 5 prochaines années? Vous avez 10 minutes. J'ai 2 minutes par an. Je suis Werner Steng, encore pour clarifier, c'est la direction générale, la nouvelle direction générale de DG Grow, croissance en français. C'est un peu la fusion de la ex-DG marché intérieur et la ex-DG entreprise. Et je fais partie de la direction sur les services et mon unité notamment maintenant s'appelle unité pour services d'intérêt public. Et les 2 secteurs principaux sous ma responsabilité sont les services postaux et les jeux de hasard, donc 2 secteurs faciles. Donc, comme votre question d'ailleurs, mais avant de parler de l'avenir, laissez-moi rappeler un peu notre approche politique qui nous a guidés dans les dernières 3 années et qui restera d'actualité en fait pour les années à venir. Donc, pas de grands changements à expecter. D'abord, comme vous le savez tous, il n'y a pas de législation européenne sur le jeu de hasard, mais quand même, il y a des objectifs communs pour tous les États membres. Et c'était dans cet esprit, notamment, qu'on a adopté ce plan d'action de 2012 qui tourne autour des 5 initiatives, 5 priorités, et que vous êtes nombreux à connaître déjà. Donc l'objectif principal, c'était vraiment d'aider à répondre aux défis réglementaires, sociétaux et technologiques. Et on a beaucoup parlé de ça toute la journée. Mais c'était aussi pour aider aux États membres de réguler efficacement les jeux en ligne, et ceci conformément aux traditions nationales. Et ça, c'est important. Évidemment, parmi les objectifs figure la protection des consommateurs, mais aussi le besoin de plus de sécurité juridique pour l'offre légale de jeux en ligne. C'est également extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? D'abord, la première grande priorité, c'était sans doute assurer le respect du droit européen. Vous avez bien vu notre paquet d'infractions en 2013. Les travaux sont encore en cours. C'est pas fini, c'est peut-être jamais fini. Ce paquet n'était pas seulement une réponse aux nombreuses plaintes qu'on a reçues, et on reçoit encore beaucoup de plaintes, mais aussi un nombre important des États membres ont commencé à réviser leur législation sur les jeux de hasard en ligne, ou bien pour la première fois adoptent une telle législation. Je crois que c'est la moitié des États membres déjà qui est en train de travailler sur de nouvelles lois. Et c'est important parce qu'en absence d'harmonisation au niveau européen et en respectant évidemment la jurisprudence riche de la Cour de justice, les États membres ont conservé une marge d'appréciation importante, ce qui rend notre vie plus facile et plus difficile en même temps. Vous connaissez toutes les limites de cette marge d'appréciation. Les dispositifs nationaux doivent respecter le droit de l'Union européenne, et en particulier les libertés fondamentales. Et moi, je travaille à le DG marché intérieur. Donc, par exemple, les titulaires de monopole ne devraient pas déployer des politiques commerciales visant à encourager les paris d'une manière excessive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien l'attribution de licences, s'il y en a, doit être transparente et non discriminatoire. Encore une fois, pas toujours facile à juger. Mais pour ces révisions de la législation, la Commission européenne et les États membres interagissent dès les premières étapes de la procédure législative nationale. On suit la directive notification, transparence. Et je peux vous assurer que le premier objectif de la Commission, c'est d'arriver à un résultat positif, à un accord mutuel. Donc pour nous, c'est vraiment un processus de coopération et pas un examen ponctuel.
Donc pour nous, c'est vraiment, et ça on a fait depuis des années maintenant, avec chaque État membre concerné, vraiment discuter dès la première étape quelles sont les limites, quels sont les objectifs de telle révision. Quelques mots seulement sur quelques de nos autres initiatives, parce que j'ai 10 minutes comme les autres. D'abord, vous avez sans doute remarqué la recommandation qu'on a adoptée en 2014 sur la protection des consommateurs, ce qui est évidemment un de nos objectifs principaux aussi. Donc, l'objectif de nouveau, c'était d'aider à diffuser des bonnes pratiques. Il y en a partout, mais pas partagées par tout le monde. Mais on voulait donner une boîte à outils, si vous voulez, pour les États membres, et particulièrement à ceux qui révisent leur législation. Et cette recommandation, comme le reste de notre travail, était basée sur des études d'impact, des études comportementales qui testaient un panel de mesures de protection des consommateurs, etc. Donc on essaie toujours de nous baser bien sur les études, sur les preuves. À ce stade, nous ne pouvons qu'encourager les États membres à nous informer de toutes les mesures prises sur cette base, afin d'évaluer si cette recommandation était utile, suffisante, etc. Un autre exemple très important, ce sont nos travaux sur la coopération administrative. Ça, c'est extrêmement important. Vu la manque de législation européenne, c'est d'autant plus important que les autorités nationales coopèrent d'une manière efficace. Toute l'année, on a, avec notre groupe d'experts qu'on a mis en place suite à l'adoption de ce plan d'action, ce groupe d'experts a travaillé toute l'année pour arriver à une entente, si vous voulez, basée sur l'expérience d'accords bilatéraux, par ailleurs, comme celui entre la France et l'Italie, par exemple, mais aussi France, Espagne, France, Royaume-Uni, etc. Donc, cette entente de coopération entre les autorités nationales de régulation du jeu, j'espère, sera signée à la fin de novembre, donc dans quelques semaines. C'est une entente non contraignante, évidemment, très pratique. Ça vise à un partage d'informations, à un développement d'un sentiment d'intérêt commun aux régulateurs. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment crucial pour l'avenir. Donc, quelques mots de conclusion, un petit sommaire de ce que je viens de dire. D'abord, on va continuer à se concentrer sur le jeu de hasard en ligne. Donc, on est responsable de tous les jeux, mais c'est en ligne qui est très important, surtout à cause de sa dimension transfrontalière, pas nature, si vous voulez. Le plan d'action, avec les 5 priorités, reste le fondement de notre politique. Donc, on ne va pas faire une nouvelle communication, identifier des nouvelles priorités. Les thèmes sont toujours d'actualité et on n'y est pas encore. Donc, on ne voit pas une raison pour vraiment changer notre approche politique. Également, la diversité d'approches réglementaires et techniques va rester, mais comme je disais, il y a des objectifs partagés par tous les États membres de protéger les citoyens. Mais aussi, les acteurs légaux doivent pouvoir offrir des prestations diversifiées et attractives, correctement réglementées, parce qu'on veut que les consommateurs soient dissuadés de visiter des sites illégaux. Je crois aussi qu'il y a un accord large là-dessus. Pour y arriver, aucune mesure n'est efficace prise isolément, mais aussi aucun État membre ne peut gérer seul les risques liés aux jeux de hasard en ligne transfrontaliers. Ça ne fonctionnerait jamais. Donc, en bref, la Commission va poursuivre ses efforts pour faire en sorte, avec les États membres, toujours, que l'Europe offre des services de jeux en ligne bien réglementés, que les citoyens soient bien protégés et que les réglementations soient en phase avec le droit européen, ce qui est notre responsabilité principale. Je m'arrête ici. Je suis sûr qu'il y a des questions après, mais merci entre-temps.